Fidèle d'Event TV, retrouvez-moi sur notre programme préféré, Conversation avec Jean-Paul Oro. Une interview aux questions et relances directes pour des réponses directes. Avec mes invités, nous allons décrypter ensemble l'actualité et leur actualité. Suivez-moi et ne perdez surtout pas le fil et restez sur Event News TV, votre chaîne préférée. Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve avec un si long moment d'absence de vos écrans. Pour vous aujourd'hui, nous allons recevoir M. Georges Aka, secrétaire national du FPI chargé des représentations en Europe et en même temps représentant du Front populaire ivoirien en France et au Luxembourg. Bonjour M. Georges Aka. Bonjour Jean-Paul. Ensemble, nous allons échanger sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la vie de votre parti, sans certainement oublier la récente marche que le Front populaire ivoirien, si je peux me permettre, Pascal Affi-N'Guessan a organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, tout récemment le samedi dernier. Satisfait? Ah oui, oui. Je suis à la suite des camarades du parti, très satisfait de cette marche, parce que nous la considérons comme une réussite. Une réussite dans le sens que tous les pronostics disaient que cette marche n'allait pas avoir lieu, ou alors qu'il y aurait très peu de personnes. Et avec le monde qu'il y a eu, dans des conditions de météo Combien? On a estimé entre 3500 et 4000 personnes. Et ça, ce sont des chiffres du secrétaire général du FPI, produits par communiqué du secrétaire général. Donc la secrétaire générale Agnès Monel a sorti un communiqué il y a 2 jours. Mais 4500 personnes, selon 3500 à 4000. 4000 selon le FPI, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour le parti de Laurent Gbagbo, ou du moins pour le parti qui a porté Laurent Gbagbo au pouvoir? Alors, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne. Vous savez, les gens ont tendance à comparer les grands mouvements, les grands rassemblements sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo avec les appels de Blé Goudé aux différents rassemblements que nous avons en ce moment. Alors que ce sont deux contextes complètement différents. Vous savez que là, nous sommes en train de sortir d'une crise depuis 2011 où pour toute l'opposition était muselée. Les gens avaient peur. Personne ne voulait sortir dans les rues. On se rappelle que sous feu le président Miaka, beaucoup de nos camarades étaient martyrisés, nos meetings étaient, on va dire, saccagés, étaient dispersés par les forces de l'ordre. Et puis avec toutes les réprimandes que nous avons subies, les militants ont connu la peur, les militants ont peur de sortir. Et là, tout doucement, avec la politique que le président Pascal Affi-N'Guessan mène, nous arrivons peu à peu à effacer la peur, à faire partir la peur dans le cœur des Ivoiriens. Et puis, tout doucement, les Ivoiriens commencent à reprendre goût à la vie politique. Mais Aboudraman Sangaré avait lui l'aile qui dirige lors de la contestation de la nouvelle constitution a réuni plus de monde que cela dans les rues. Ça, c'est ce que vous croyez. Quels sont les chiffres que vous aviez? Mais il y en a plus, il y en a eu plus. Il y a plein de... Ben non, moi je peux vous dire que selon les estimations, nous avions pour cette marche... Donc pour vous, aujourd'hui, la marche du 17 a eu plus de monde que la marche a été plus importante que la marche du refus lors de la contestation sur le référendum. Et en plus, c'était un front, c'est-à-dire on suppose que c'est plusieurs partis politiques, etc. Mais je peux vous dire que cette marche n'a pas réuni plus de monde que la marche du 17, la marche de la colère. Donc pour vous aujourd'hui, le FPI, tendance Pascal Affi-N'Guessan, ou du moins le président Pascal Affi-N'Guessan, mobilise plus de monde qu'Aboudraman Sangaré? Vous savez... non, directement, on va pas... Je vais vous répondre, mais je ne suis pas adepte des comparaisons qui mobilisent par rapport à qui. Parce que le but du jeu... Mais cela montre au moins là où les militants... Ce n'est pas parce que Sangaré aurait mobilisé ou Gafi aurait mobilisé plus que Sangaré que les problèmes des Ivoiriens auraient disparu ou que Ouattara serait parti. Donc ce n'est pas cela le but, ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif, c'est de mettre Ouattara en difficulté, de montrer aux yeux du monde que les Ivoiriens ne sont pas contents. Et donc que ce soit Sangaré qui mobilise pour montrer ça, ou Affi qui mobilise pour montrer ça, le but, c'est qu'on puisse montrer que les Ivoiriens ne sont pas contents. Maintenant, les comparaisons de qui mobilise par rapport à qui,
Si ce n'est pas l'objectif que nous visons, nous n'avons pas d'analyse à faire là-dessus. Mais je peux vous dire que ce ne sont pas forcément ceux qui crient, qui sont majoritaires, qui détiennent la majorité des militants. Donc pour vous aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan a redoué son blason auprès des militants et sympathisants du Front populaire ivoirien. Il est revenu dans leur amour. Aujourd'hui, c'est l'homme fort du FPI à la tête des militants du Front populaire ivoirien, le parti qui a porté Laurent Gbagbo au pouvoir en 2000. Mais pourquoi est-ce que vous parlez d'homme fort? Je pense que vous devez vous inspirer de l'observation de Barack Obama qui disait que l'Afrique a besoin des institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Le FPI est un parti politique. Vous avez compris ce que j'ai dit. Il ne s'agit pas de repositionner. Pascal Affi N'Guessan est le vrai patron des militants. Il a toujours été le vrai patron du FPI. Je n'ai pas dit de l'appareil, j'ai dit des militants. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Pascal Affi N'Guessan aujourd'hui est le patron des militants du FPI, est-ce que quand il appelle les militants du FPI, le peuple du FPI, ce peuple-là sort? C'est de ça que je parle. Bon, alors, je peux vous garantir qu'un appareil n'a pas d'existence, donc un appareil politique n'a pas réellement d'existence sans militants. Donc si Pascal Affi N'Guessan est président du FPI et le FPI existe et travaille pour les Ivoiriens depuis, on va dire que le président Pascal est sorti de prison et tout ça, ça veut dire qu'il y a des militants. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec la politique de modernisation du parti, de restructuration des structures, nous sommes à peu près à 162, si je ne me trompe, si mes chiffres sont exacts, fédérations. Donc, un appareil avec 162 fédérations, ce n'est pas un petit appareil. Alors, et ce sont des appareils qui reconnaissent et qui reconnaissent la légitimité du président. Aujourd'hui, depuis bientôt 17 ans, M. Pascal Affi N'Guessan est à la tête du Front populaire ivoirien. Beaucoup de ses détracteurs lui reprochent de n'avoir organisé depuis lors aucun congrès électif. Mais c'est la faute à qui? Je vous pose la question. Alors moi je vous explique. Le président Pascal Affi N'Guessan a été élu président du FPI en 2001, au congrès de 2001 à l'Hôtel Ivoire. Et dès son élection, le parti, on va dire, sinon la Côte d'Ivoire a été agressée. Donc, quand la Côte d'Ivoire a été agressée, nous avions prévu un congrès pour 2005. Mais chaque fois que ces éléments étaient prévus, le président Gbagbo lui-même, et je confirme, a souhaité que ce congrès n'ait pas lieu et que nous puissions régler les problèmes urgents qui concernent la Côte d'Ivoire. Moi, je ne comprends pas. Le président Laurent Gbagbo, qui n'a rien à voir dans les affaires du Front populaire ivoirien parce qu'il était président de la Côte d'Ivoire, comment il a pu se mêler? Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo se mêlait des affaires du Front populaire ivoirien, lui qui était au-dessus de tous les appareils politiques en Côte d'Ivoire. Mais c'était le FPI qui était le parti au pouvoir, même si c'était le FPI qui a porté le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous êtes en train de dire que Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, se mêlait des affaires du Front populaire ivoirien en demandant aux militants de surseoir à leur volonté d'aller au Congrès. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Ça ne me dérange pas, je dis ça. La Constitution de la Côte d'Ivoire n'autorise pas à un président de la République d'être président d'un parti politique. Mais ça ne l'empêche pas d'être militant ou d'avoir des opinions ou des convictions proches à un parti politique. Donc, qu'il soit président de la République et qu'il encadre le parti qu'il a porté au pouvoir ou donne des instructions dans ce sens, il n'y a rien qui gêne. Donc aujourd'hui, si Pascal Affi N'Guessan est à la tête du FPI depuis bientôt 17 ans, ce n'est pas la volonté du président Laurent Gbagbo. Non, il n'y a pas que ça. Puisque après ces 10 années de crise où nous n'avions pas pu organiser de congrès, il y a eu, on va dire, 2011, où la direction du FPI a été décapitée. Le président et les vice-présidents, en dehors de Mamadou Koulibaly et Miaka et autres, ont été mis en prison. Donc, il y a eu cette période où le FPI était en train de se reconstruire. Bon, après, quand le président Affi est sorti de prison en septembre 2013, il s'est empressé de préparer un congrès qui devait avoir lieu en 2014, donc un an après. Voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et malheureusement, nous avons tous suivi l'actualité. Comme un masque, des camarades ont brandi la candidature du président Laurent Gbagbo, qui bien sûr a entraîné de tout ce que nous suivons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas de la faute. Tout ce que vous suivez aujourd'hui. Qui a entraîné la division du FPI, qui a entraîné, puisque ces camarades-là sont rentrés en dissidence contre
présidence du FPI, et puis ils sont allés se réunir à Mama. Par la suite, ont déclaré exclu le président du FPI. J'appelle pas ça congrès puisque les tests du FPI sont clairs. Un congrès, ça ne se produit pas comme ça. Donc, on déclarait que le président Afi est exclu, etc., etc. Donc, à partir de là, des choses sont arrivées et nous savons aujourd'hui les résultats. Mais ce que je veux dire, c'est que le FPI prépare un congrès électif pour le 25 août. Pour le 25 août 2017. Vous y inviterez, vous y convierez Aboudraman Sangaré et ses camarades. Un congrès, par définition, est l'organe suprême du parti. Et il est ouvert. Vous y convierez Aboudraman Sangaré et ses camarades. Nous n'avons pas besoin d'envoyer une invitation spéciale à Aboudraman ou à qui que ce soit. Si Aboudraman se considère militant du FPI et qu'il souhaite participer à ce congrès ou qu'il souhaite être président du FPI, il connaît la voie. C'est d'ailleurs, il fait partie des membres fondateurs du parti, donc je n'ai rien à lui apprendre. Mais vous qui appelez Pascal Afing, le président Pascal Afing Guessan, qui appelle à la réconciliation, qui appelle Aboudraman Sangaré le gourou, peut-être cette occasion serait l'occasion de la réconciliation. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il soit utile et nécessaire de l'inviter à participer à ce congrès? Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile et nécessaire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile et nécessaire. J'ai dit que... Il lui appartient à lui seul, voilà, ou pas. Je vous dis que un communiqué, quand il y a un congrès, un communiqué officiel est adressé à l'attention des militants et des structures du parti pour que chacun s'organise respectivement pour participer au congrès. Donc, à ce titre-là, ceux qui se considèrent militants sont conviés officiellement. Maintenant, vous parlez d'une adresse spéciale que le président Afi doit faire à l'endroit du camarade Sangaré. Bon, ça, c'est au président Afi de répondre à cette préoccupation. Si, vous qui êtes un militant du FPI, représentant du FPI ici à Paris, quel conseil vous donnerez à votre président Pascal Afing Guessan dans la voie de la résolution de cette crise qui, quoi qu'on dise, qui n'arrange pas le Front populaire? Vous savez, cette crise au FPI, on le reconnaît tous, et d'ailleurs on observe que la division fait l'affaire du parti au pouvoir. Et donc, vous-même, ça vous a empêché, même vous avez eu que deux députés à l'Assemblée nationale. Bon, ça, moisson. C'est pas, on en reviendra sur les mais. Ce que je veux dire, c'est que le camarade Sangaré a été approché à maintes reprises par des émissaires du président Afi, par des émissaires du groupe de contact et du groupe de contact qui a été mis en place par le président d'ailleurs pour résoudre ce problème. Et puis le président lui-même a fait des démarches personnelles pour rencontrer le camarade Sangaré, pour pouvoir justement apaiser les divergences. Il a tendu la main. Aujourd'hui, quel est son état d'esprit? Non, mais je vais vous rappeler qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit? Donc, ce n'est pas comme s'il n'y avait rien et qu'il faut maintenant entamer la démarche. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit? Le président Afi a donné son état d'esprit, il n'y a même pas, je crois, à la veille de la marche, à une presse que je ne citerai pas puisqu'on est sur, à un média en ligne, a donné son état d'esprit, il a dit qu'il faut toujours tendre la main aux camarades. Donc, il est toujours ouvert au dialogue. Ce n'est pas exclu. Voilà, ce n'est pas exclu. Quelle leçon vous avez tirée de la dernière législative ivoirienne? Alors, on a plusieurs... À laquelle le FPI de Pascal Afing Guessan a participé massivement. Alors, on a plusieurs leçons. La première, nous devions présenter 210 députés. Au final, je crois, des candidats. Au final, nous étions 196. Et ce nombre-là, en fait, avait pour but d'occuper le terrain, parce qu'une campagne, c'est aussi un moment de sensibilisation et de revitalisation des structures. Donc, c'était un objectif, et cet objectif a été atteint. 196 sur 255, c'est énorme. Bon. Deuxième leçon. Nous avons eu 110 000 voix pour 3 députés. Alors que des partis comme l'UPCI a 30 000 voix pour 6 députés. Bon, vous voyez, cela montre clairement que nous avons été... Ça, c'est la question du découpage électoral. Oui, mais justement, vous me demandez les enseignements, donc je vous donne les éléments. Je vous dis que le découpage est un enseignement. Vous en tirez par rapport à la maigre moisson que vous avez eue concernant le nombre de députés. Pour nous, ce n'est pas une maigre moisson. Parce que
Nous avions 0 député. Le FPI. Mais quand vous parlez de 0 député, que vous avez 3 députés, ce n'est pas une aide moisson. Je suis désolé. On n'était pas à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée et nous avons... Vous n'étiez pas à l'Assemblée, pas parce que vous avez participé à une élection. Le FPI n'était pas à l'Assemblée parce qu'elle avait refusé de participer à une élection. Et maintenant, le FPI revient. Ce n'est pas n'importe quel parti politique. Ah ben non. Ah ben non. Puisque le FPI revient dans un contexte où des camarades ont appelé au boycott, où des camarades ont fait campagne contre des camarades qui étaient sur des listes. Des camarades ont fait campagne pour des candidats. L'appel au boycott a marché. Non, l'appel au boycott n'est pas forcément le seul facteur. C'est vrai, ça a été un élément déterminant, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs que j'étais en train de vous donner, comme le découpage. Il y a d'autres facteurs aussi, comme on va dire l'achat de conscience, etc. Donc il n'y a pas que l'appel au boycott. Mais ça aurait été, on va dire, plus intéressant pour le FPI que nous partions à rang serré. Bon, et c'est vraiment dommage, parce que je profite de l'occasion, si vous me permettez, de dire que nos camarades qui ont appelé au boycott et qui ne voulaient pas justement, en appelant au boycott, voir des députés FPI à l'Assemblée, ceux-là vont et se réjouissent d'accompagner des députés de cette même législature rencontrer le président Gbagbo pour discuter de sa libération. Vous voyez l'incongruité? Mais il aurait fallu encourager qu'il y ait des députés FPI et que ces députés-là, justement, puissent aller négocier pour la libération plutôt que d'aller s'appuyer sur des députés adversaires pendant que vous aviez boycotté, c'est même cette même législature. C'est incongru. Donc, je veux dire qu'on se rend compte aujourd'hui l'importance du député. Ok. C'est dommage. Revenons sur cette question. Vous tendez la perche. La visite des députés indépendants, de certains députés indépendants au président Laurent Gbagbo à son lieu de détention à Scheveningen. Concernant Pascal Affi-N'Guessan, qu'est-ce qu'il en est de ça exactement? A-t-il laissé tomber? Ne lui croit-il plus? Laurent Gbagbo et lui ne se parlent plus? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous savez, la question sur la visite du président Laurent Gbagbo est une question suffisamment complexe. Moi-même, j'ai fait une demande depuis 2015. Elle est en souffrance et on me dit qu'on ne retrouve pas de traces. J'ai retransmis la demande à ceux qui voulaient savoir, avoir des preuves. Je leur ai donné les éléments. Ils ont dit qu'ils allaient s'en occuper, mais je n'ai pas eu de suite. Bon, bref. Bon, mais la question est suffisamment complexe. Maintenant, je veux dire, si moi-même qui suis à 2 pas de la haie, je suis à 2 pas de la haie, je n'ai pas l'occasion de rencontrer le président. Ce n'est pas celui qui est à 6 000 km. Maintenant, je vous rassure. Vous savez que ce n'est pas une question de distance. Vous savez le niveau d'importance que le président Pascal Affi-N'Guessan a auprès de Laurent Gbagbo que vous. Il ne s'agit pas de vous, votre personne. Quand je parle de Pascal Affi-N'Guessan, ne ramenez pas la question à vous parce que vous savez qu'il ne s'agit pas de vous. Je dis et je reprends. Oui. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan et sa rencontre annoncée depuis tant de temps avec le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il en est? Mais je ne peux pas vous répondre. D'abord, je ne suis pas... Mais vous parlez avec mon président. Oui, mais même si je parle avec lui-même, il n'a pas la réponse. Puisque quand vous avez déjà fait des démarches pour aller voir nos camarades détenus à La Haye, vous savez comment ça se passe. Vous faites votre demande et vous attendez qu'on vous réponde. Donc si vous n'avez pas de réponse, vous ne pouvez pas, de votre propre chef, vous déplacer et puis aller faire le guet à La Haye pour dire je veux voir le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne veut pas parler à Pascal Affi. Mais ça, je ne peux pas vous répondre puisqu'il n'y a pas de réponse. Non, c'est lui qui peut vous dire. Moi, je constate, comme tout le monde, qu'il a fait plusieurs demandes et que le président Laurent Gbagbo n'a pas réagi. Aucune réponse. Voilà, ça c'est le constat. Maintenant, le fait de dire, entre constater et dire que le président ne veut pas le recevoir, c'est deux choses totalement différentes. Ah bon, comment vous interprétez ça? Mais parce qu'il y a plusieurs raisons. Le président Laurent Gbagbo peut juger que comme il y a deux partis en conflit, en tant que bon père de famille, il ne veut pas recevoir ni Sangaré ni Affi le temps de voir un peu clair dans tout ça, ou alors de laisser évoluer son dossier à La Haye, et puis après prendre une décision. Ou alors, ça peut être aussi interprété qu'il refuse de voir le président Affi, ou alors ça peut être aussi interprété qu'il y a des mains obscures qui empêchent que le président Gbagbo reçoive. Donc il y a toutes sortes d'interprétations, mais entre le constat et puis le refus, il y a deux mondes. Ça, il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan n'est plus le leader de l'opposition. Il n'est pas le leader de l'opposition, ça c'est vous qui le dites. Ah, mais... Parce qu'une personne qui dirige le FPI, qui est un grand parti d'opposition, qu'on reconnaît partout comme étant le parti principal en Côte d'Ivoire, qui est reçu par toutes les chancelleries
pour discuter de la situation en Côte d'Ivoire, dites-moi combien d'opposants en Côte d'Ivoire sont reçus par les chancelleries. Dites-moi qui discute pour des questions. Et maintenant, mais quand vous dites... C'est pas au nombre des rendez-vous dans les chancelleries qui fait de nommer leader de l'opposition. Qu'est-ce qui vous permet de déterminer qu'il est grand ou petit? Au moins le nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Ah, je suis désolé. Au moins cela. Je suis désolé. Être un grand leader de l'opposition ne signifie pas avoir la majorité à l'Assemblée. Je dis au moins, on parle. Mais ce n'est pas un indicateur. On parle le nombre. Parce que si c'était l'indicateur, Macron serait le plus grand opposant de lui-même. Non. En France. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, mais le nombre de sièges. Oui. Mais vous savez le contexte. On a développé tout à l'heure le contexte de l'élection législative. Donc ce n'est pas un indicateur. Évitons toutes sortes de supputations qui vont. À un moment, Pascal Affi-N'Guessan était fier de se frapper la poitrine parce qu'il avait eu 9% lors de la dernière présidentielle ivoirienne, estimant qu'il arrivait après le président Hassan Ouattara. Et par conséquent, il était le leader de l'opposition. Il se tramait même une loi dans les tuyaux qui devait donner un statut de ministre d'État au leader de l'opposition. Et votre président même s'en est réjoui d'une certaine façon à un moment. Aujourd'hui, l'indicateur que nous avons en Côte d'Ivoire pour connaître du poids d'un parti politique ou d'un homme politique, c'est l'élection législative qui s'est déroulée après la présidentielle. Et Pascal Affi-N'Guessan, nous connaissons la même moitié. Bon, alors, à partir de cela, est-ce qu'on peut dire, sinon s'il s'agit de rendez-vous dans Jean-Paul, encore une fois, Monsieur Jean-Paul, Monsieur Oro, encore une fois, je voudrais vous rappeler que vous parlez à la fois du FPI et du président Pascal Affi-N'Guessan. C'est-à-dire, ou bien vous demandez si le FPI est encore un grand parti à cause du faible nombre de députés. Tout ça est mélangé. Ou alors vous demandez si le président est toujours considéré comme étant le premier opposant en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le principal opposant. Mais sinon, les indicateurs que vous avez évoqués concernant les 9% à l'élection présidentielle, cet indicateur-là demeure toujours puisqu'il n'y a pas encore d'élection présidentielle. Maintenant, quand vous parlez des élections législatives, mais ce sont des candidats qui s'adressent à des populations au niveau local. Donc, ce n'est pas Pascal Affi-N'Guessan, ce n'est pas le nom de Pascal Affi-N'Guessan qu'ils exploitent. Ils exploitent le nom d'un appareil. C'est-à-dire qu'ils vont au nom du FPI, ils ne vont pas au nom de Pascal Affi-N'Guessan. Donc, c'est le FPI qui a présenté des candidats. Donc, je dis encore une fois, ce n'est pas l'indicateur. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Ce n'est pas l'indicateur. Vous êtes en train de dire aux Ivoiriens que l'élection législative est une élection locale. Je suis en train de vous dire que les candidats aux élections législatives ne vont pas en tant que représentants du président du parti. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ils vont en tant que représentants d'un parti politique. Voilà. Et donc, leurs résultats... Ils sont des élus nationaux. Ils sont des élus nationaux au compte du FPI, pas au compte du président Pascal Affi-N'Guessan. Ça, il faut faire la différence. Mais est-ce que la non-popularité ou le caractère non audible de Pascal Affi-N'Guessan n'a pas joué sur cette législature? C'est vous qui dites qu'il a un caractère non audible. C'est la crise et les problèmes que nous connaissons. C'est la situation de manque de moyens financiers. C'est, oui, parce qu'on sait que c'est un véritable problème. C'est les questions liées à l'organisation de l'élection, donc les questions structurelles comme le découpage, etc., qui ont permis ou favorisé ce résultat que nous avons eu. Donc, il ne faut pas ce que nous avons eu récemment. Donc, il faut retenir cela. Ce n'est pas... le FPI, c'est un parti politique, c'est une institution. Et donc, les hommes passent, les institutions demeurent. Donc, quand vous voulez mettre le président comme un messie en qui on doit tous se reconnaître, je dis non. Il représente le parti, il parle au nom du parti, mais quand les candidats aux législatives vont en leur nom, ces candidats-là vont parler à leur population, au nom du parti, au nom du FPI. Voilà. Et donc, le seul résultat que vous pouvez utiliser quand les personnes ne se reconnaissent pas d'une certaine manière dans la personne qui dirige ce parti dont vous parlez, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être un handicap? Mais ce sont des dissidents, tout simplement. C'est un handicap, certes, mais ce sont des dissidents. Alors, l'impression qu'il y a beaucoup plus de dissidents que... Ça, c'est l'impression que vous avez.
Ok, d'accord. Mais sinon, les dissidences, il y en a pas. Nous allons passer rapidement sur cet aspect de la division au sein du Front populaire ivoirien et parler aujourd'hui de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Cette marche que vous avez organisée le 17 juin dernier répondait à la situation sociopolitique, a poussé un cri de colère face à la situation, la vie chère, les mutineries, tout ce qui se déroule en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai envie de vous demander exactement, aujourd'hui, quand on est un parti comme le FPI, et qu'au mois de janvier, pendant près de 2 semaines, un mois, les étudiants étaient dans la rue, les fonctionnaires ne travaillaient pas, il y avait les mutins, il y avait tout ça. Nous n'avons pas entendu parler l'opposition ivoirienne, dirigée officiellement et illégalement par, je dirais, Pascal Afine-Guessan, par le FPI. Pendant cette période, mois de janvier 2017, blackout, personne n'a parlé. Et après, quand il fait beau, si je peux me permettre l'expression, au mois de juin, tout est calme, c'est bon, on peut revenir pousser sa parole. On a l'impression que l'opposition en Côte d'Ivoire n'existe pas. Pendant qu'Alassane Ouattara est en difficulté, les mutins lui marchent dessus, les élèves et étudiants sont dans la rue, les fonctionnaires grèvent et l'opposition est taisuse. Quelle analyse, quelle réflexion vous faites par rapport à cela? Bon, alors, monsieur Oro, je voudrais vous dire que ce n'est pas juste de dire que l'opposition est restée muette sur les événements qui ont survenu en Côte d'Ivoire depuis janvier jusqu'à juin. Ce n'est pas juste de dire. Vous vous souvenez très bien que le FPI a, dans cette période-là, fait au moins 2 conférences de presse. Voilà. Donc, ce n'est pas juste de le dire. La conférence de presse est un moyen pour dénoncer quelque chose. La marche aussi est un autre moyen pour dénoncer quelque chose. Donc, si nous avons utilisé les conférences de presse et que nous avons constaté qu'il faut passer à la vitesse supérieure après quelques mois, mais nous proposons une marche. Et après la marche, ou après des marches, ou après des meetings, si encore il faut passer à autre chose, nous passons à autre chose. Mais il faut aller progressivement selon les moyens et selon l'évolution des événements. Aujourd'hui, vu la situation sociale en Côte d'Ivoire, politique aussi, la découverte des caches d'armes à la résidence privée du directeur de protocole du président de l'Assemblée nationale, Kamaraté Souleymane, les mutins qui ont touché de l'argent pour avoir participé à la rébellion, à l'effort des fonctionnaires qui bientôt vont réclamer les souscripteurs de l'agro-business qui réclament leurs sous. Aujourd'hui, quel est le plan de campagne, ou du moins quel est le plan de bataille du Front populaire ivoirien? Bon, vous savez, après cette marche, c'est tous ces problèmes-là que nous avons rassemblés dans ce que nous appelons la colère des Ivoiriens. C'est-à-dire que ce n'est pas normal... Apparemment, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont boudé cette colère-là. Ce n'est pas normal que dans un pays, des soldats qui sont censés donner leur poitrine pour la nation, défendre leur pays par patriotisme, demandent qu'on leur donne de l'argent pour être militaire ou pour être soldat. S'ils fonctionnent comme ça, c'est qu'ils ont été des mercenaires ou ils sont des mercenaires. Et ça, nous l'avons décrié. Ce n'est pas normal que dans un état de droit, la justice fonctionne à 2 vitesses. C'est-à-dire que c'est que des probabos qui sont jugés, déjà sont détenus dans les prisons sans jugement pendant longtemps. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Et puis, la justice ne les reçoit même pas. Parce que c'est maintenant qu'ils ont commencé à recevoir, pas Justin et autres. Mais ça fait pratiquement 2 ans qu'ils sont en prison sans jugement. Donc ce n'est pas normal toutes ces choses. Et puis après, il y a la vie chère, etc. C'est tout ça là que nous avons rassemblé dans la colère. Et quand vous dites que les Ivoiriens ont boudé, on n'a pas forcément la même analyse. Parce que, d'abord, il faut... Non, là, je ne suis pas dans l'analyse, je suis dans le constat. Mais on n'a pas forcément le même constat. Puisque donc vous avez bien vu... 4 000, comme vous le dites, 4 000, c'est suffisant. Vous avez bien vu que la première marche pour contester le référendum n'a pas eu autant de succès que celle-ci. C'est pour dire que les Ivoiriens
commencent à comprendre les choses. Ils commencent à braver la peur. Parce qu'il faut reconnaître que le pouvoir de Ouattara aussi a fonctionné avec des élans de dictateur. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu plus calme, mais on a bien vu comment ça fonctionnait. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont muselé les Ivoiriens. Maintenant, nous sommes en train de fonctionner, de tuer la peur. Les Ivoiriens vont bientôt prendre leurs problèmes à bras le corps. Après, vous parlez des problèmes des étudiants, des problèmes des fonctionnaires, etc. Mais nous les avons soutenus. Nous les avons soutenus partout, dans tout ce qu'ils ont fait, même à l'agrobusiness également. Donc, ne pensez pas que parce que nous faisons des conférences de presse, ça n'a pas d'écho. Voilà. La politique, c'est aussi un jeu de stratégie, c'est un jeu de pas. Il faut savoir les poser en fonction des situations. Pour les 2 dernières minutes qui nous restent à l'occasion de notre conversation, vous, M. Georges Aka, vous êtes, comme je le disais en début de cette émission, vous êtes le secrétaire national du FPI chargé des représentations en Europe. Et vous êtes vous-même le représentant du FPI en France et au Luxembourg. Mais on ne vous sent pas, on ne vous voit pas. Monsieur Euro, si vous ne me sentiez pas, je ne serai pas sur ce plateau avec vous. Bon. Si vous m'avez appelé pour qu'on ait cet échange... C'est justement pour vous demander qu'est-ce qui se passe et vous êtes invisible sur la place parisienne. C'est une preuve que vous savez que cette représentation existe. Non, elle existe, mais elle n'a pas d'activité. Je voudrais vous prendre au vol. Quand vous parlez d'activité, en fait, votre notion d'activité se résume à des marches sur le terrain ou à des rassemblements. Quelles sont les activités? Voilà. Alors que quand vous êtes un responsable, avant de mener des actions, vous observez le terrain et puis vous définissez une stratégie et des axes de travail. Moi, quand j'ai pris cette représentation en 2015, en avril 2015, il y avait un contexte difficile de crise ici et de division. J'ai réfléchi avec les collaborateurs et nous avons défini des axes de travail. Nous nous sommes dit, compte tenu du terrain, il faut axer le travail d'une représentation sur la diplomatie, la communication. Donc l'axe diplomatie, l'axe communication. Et maintenant, en troisième axe, la restructuration des sections. Vous avez bien observé que j'ai été présent sur tous les plateaux de télé. Dites-moi une seule fois où Aldea Salé ou je ne sais pas qui d'autre sont passés sur une chaîne pour parler au nom du FPI. J'ai été sur tous les plateaux parce que j'ai maîtrisé ce secteur-là. Ensuite, en termes de diplomatie, j'ai été reçu par les chancelleries parce que j'ai travaillé dans ce sens-là. C'était mon axe aussi de travail. Une représentation, comme son nom l'indique, représente. Donc, nous sommes dans un pays, nous devons avoir des rapports avec les autorités. Nous avons travaillé là-dessus. Maintenant, quand vous dites qu'on ne travaille pas sur le terrain, c'est archi faux. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de meeting. J'ai repris une représentation avec 0 section. Aujourd'hui, j'ai 7 sections. Il y en a qui sont à Paris, d'autres sont en province. Donc, vous ne pouvez pas dire, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas en train de faire des meetings. Maintenant, je profite aussi pour vous dire que le 22 juillet 2017, j'organise un séminaire avec tous les camarades pour préparer le congrès de août. Et ce sera une action dans une salle, et je pense que vous serez présents, vous êtes d'ailleurs invité. Et puis bon, vous allez relayer cette information pour nous montrer qu'effectivement, nous travaillons. Rectifiez-moi, peut-être que je peux me tromper. La représentation, c'est pas un organe de base, je sais pas, dites-moi. Alors, dans les statuts du FPI, une représentation à l'origine est un organe de base du parti à l'origine. Il a pour rôle de représenter le parti à l'étranger et auprès des autorités administratives et politiques. Donc, à l'origine, selon les statuts, une représentation n'a pas le droit d'avoir des sections et des bases. Parce que c'est elle-même un organe de base. Comment vous mobilisez vos troupes? Comment vous mobilisez vos militants depuis 2 ans, comme vous l'avez dit? C'est dans les chancelleries et sur les plateaux de télé que vous mobilisez vos militants? Je vous ai dit que de 0 section, nous avons 7 sections. Ça veut dire que nous avons approché des gens, nous avons créé des sections, nous avons recruté des militants et que nous travaillons sur le terrain. Ce n'est pas parce que... Donc avant vous, il n'y avait aucune autre... Moi j'ai hérité de cette représentation avec 0 section. Ah bon? Parce qu'à Paris, il y avait 3 sections. 94, Val de Fontenay qui était plus récent, et puis 92. C'était les 3 sections que je connaissais. Ces 3 sections
Bon, il y a une section qui est restée, effectivement, donc c'est une section de 94, c'était pas zéro, une section. Et les deux autres sont restés avec la dissidence. Bon, en province, on m'a dit qu'il y avait une section, mais quand j'ai fait le tour, j'ai vraiment pas vu de section fonctionnelle. Donc moi, j'ai réactivé les choses et j'ai mis en place des sections qui fonctionnent. Voilà. Donc, et puis, je recrute des militants. Peut-être pas dans le milieu que vous connaissez, mais je recrute des militants. Aujourd'hui, rapidement, quelle est la nature de vos relations avec Mme Adé Saleh, qui est représentante du FPI, si je peux me permettre, elle, Aboudraman Sangaré, ici à Paris. Elle n'est pas représentante du FPI, elle, parce que ça n'existe pas. Nous sommes dans un cadre légal, nous sommes dans un cadre légal, je souhaite que nous appelions les choses par leur nom. Voilà. Donc, elle peut représenter le groupe, ou bien le parti de Gbagbo, ou bien le groupe, la dissidence du FPI. Voilà. Mais elle ne représente pas le FPI, elle, parce qu'il n'y a pas de FPI, elle. Il y a un FPI. Bon, il y a une réalité. Il y a une réalité, ça je suis d'accord. C'est que le FPI, voilà, le FPI est divisé, il y a une dissidence, ça c'est une réalité, mais il n'y a pas de elle. Il n'y a pas de FPI, elle, il n'y a pas de FPI, elle. Voilà. Et donc, à Saleh, j'ai pas de problème particulier avec elle. D'ailleurs, quand on se croise, on se fait la bise. Je l'ai rencontré récemment à l'occasion des élections françaises. Nous nous sommes fait la bise, on a discuté un peu, puis on s'est séparés. Donc je n'ai vraiment pas de problème. Et je veux dire aussi qu'avec les militants du FPI de Paris, ceux qui sont dans la dissidence, je n'ai vraiment pas de problème. Nos divergences sont des divergences idéologiques ou de conviction, ou alors il y en a qui sont pour, on va dire, des personnes, des individus. Alors que moi, je ne fonctionne pas avec des individus, je fonctionne avec une institution, c'est-à-dire un appareil. Donc c'est peut-être ça qui nous divise. Mais Merci, M. Georges Aka. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Juste une dernière question pour finir cet entretien, mais rapidement 15 secondes. Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan, quel est son état d'esprit par rapport à la nouvelle alliance politique qui est en train de se faire, l'EDS? Son état d'esprit, mais on va dire curieux de voir où est-ce que ça va partir. Après la CNC, après le Front du Refus, maintenant si l'EDS nous propose des choses, on attend de voir. Mais on reste curieux quand même et puis on regarde. Voilà. Moi, c'est ce que je peux vous répondre par rapport à l'état d'esprit du président. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Fidèles téléspectateurs d'Event News, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission. Quant à moi, j'ai été véritablement heureux de vous retrouver. J'espère que nous nous retrouverons pour d'autres émissions. Bye bye.